Donc le sommaire, je vous disais, là on est au 6e et dernier atelier. Donc premier atelier, donc normalement ils sont disponibles sur YouTube. Donc ceux qui veulent faire une session de rattrapage, c'est le contenu est disponible. Donc au début, voilà, le premier atelier c'était vraiment de comprendre ce que c'était qu'une startup, casser un petit peu toutes les idées reçues parce que on n'a pas forcément une vision très claire de ce que c'est très romancé, on va dire. Le deuxième atelier, on s'est concentré sur l'importance de définir un problème identifiable qu'on veut adresser en tant qu'entrepreneur. Et pareil, quelque chose un peu contre-intuitive, on a plutôt tendance à mettre son dévolu sur une idée, alors qu'en fait, l'expérience nous fait ressentir rapidement que c'est plus intéressant de s'intéresser à un problème et l'idée en tant que solution derrière de ce problème. Ensuite, troisième atelier, on a vu comment tester son idée, enfin sa solution, une fois qu'on a identifié un problème. Donc là, aujourd'hui, on a la chance d'être à une époque où on peut tester rapidement ses idées. Donc on s'est concentré là-dessus. Ensuite, on a vu comment construire une équipe et un produit, une solution. Le dernier cours, on a vu comment aller chercher des utilisateurs, comment travailler son marketing. Et ce cours, le dernier, on va dire atelier, ça va être de gérer les problématiques de croissance. Alors, l'objectif, pour vous, juste, je vais vous demander, alors qui est-ce qui travaille dans une startup, vous m'avez dit? Une personne. Ceux qui ont commencé à créer leur projet, donc j'ai entendu 2-3 personnes, ceux qui pouvaient lever la main. Ok. Encore en stade d'idée, mais... Toi, stade d'idée? Ouais. Ok. Et ceux qui ont une idée, simplement, sans avoir commencé, ok. Et ceux qui n'ont pas d'idée, j'ai entendu aussi, mais qui voudraient commencer, donc... ok. Ça marche, donc ça permet de voir qui va être confronté à ce genre de problématique. Donc peut-être que tout ça, ça va paraître un petit peu lointain pour vous, parce que là on est vraiment dans la phase où vous avez identifié un problème, vous avez livré une solution, et vous commencez à rencontrer un certain succès, et donc les choses commencent à s'accélérer. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête pour savoir si tout va bien, à quoi vous serez confronté. Donc cet atelier il est divisé en 2 parties. Première partie, on va se concentrer sur quelques notions importantes. Le pivot, le product market fit, la levée de fonds et ce que représente la culture dans une startup. Ensuite, on va aller voir une autre partie, ce que j'appelle les 4 destins possibles d'une startup. En fait, c'est de réaliser, quand vous démarrez, c'est très terre à terre, mais en fait, il n'y a pas 36 000 façons de terminer votre aventure entrepreneuriale. Soit ça foire, bon, c'est le cas de 9 startups sur 10, soit vous vendez votre entreprise, soit vous allez en bourse, ou soit vous continuez, et voilà, vous menez votre petit bout de chemin, vous avez suffisamment d'argent pour continuer, et c'est le cas de 95% des entreprises que vous connaissez. Donc ça, c'est un peu les 4 destinées possibles que vous avez si vous démarrez un projet. Donc c'est toujours intéressant de l'avoir en tête, parce que ça rend les choses assez simples. Première notion intéressante quand on entreprend, c'est la notion de pivot. Alors je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette notion-là. Cette notion, elle vient des États-Unis, d'un monsieur qui s'appelle Eric Rice. Eric Rice, ce nom, vous êtes peut-être familier parce que c'est l'inventeur du concept du Lean Startup. Donc le Lean Startup, on l'a vu aux certains ateliers précédents. En quoi ça consiste? Donc le Lean Startup, c'est voilà, comment une façon idéale d'avancer de façon itérative pour construire votre solution, votre produit. Eric Rice, il a aussi défini cette notion de pivot, où en fait il dit voilà, le pivot c'est un changement de stratégie sans un changement de vision. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous étiez parti sur une idée en tête, une façon de l'exécuter, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, vous pivotez. Donc ça veut dire quoi? Au basket, un pivot c'est je maintiens un pied et je bouge le reste du corps. Donc concrètement, quand vous êtes une entreprise, c'est-à-dire que vous gardez une colonne vertébrale, par exemple l'équipe, une part de la technologie, mais vous, par exemple, vous opérez sur un nouveau marché, vous allez chercher une nouvelle cible. Donc ça, c'est un pivot. C'est aussi une façon, on ne va pas se cacher, un peu élégante de dire on a très mal compris ce qu'on a fait et on change de projet ou d'orientation. C'est un peu plus... ça fait mieux de dire on a foiré que... Enfin, on a pivoté qu'on a foiré. Donc,
Mais bon, c'est une notion qui est beaucoup utilisée, donc vous serez peut-être amené à être confronté. Il y a plein d'exemples de startups qui ont connu des pivots. C'est rare de tomber sur des projets qui n'ont pas vécu. Donc je vous ai donné quelques exemples, ça vous parlera un petit peu plus. Comme ça, il faut que je prévoie la latence de diffusion de la slide, donc il faut que je me remémore ce qu'il y a dessus. Donc, par exemple, vous connaissez tous Instagram. Instagram, en fait, ils ont commencé. Leur première idée, c'était pas de dire on va mettre des photos, on va permettre aux gens de mettre des photos en ligne avec des filtres. Leur première idée, c'est de dire on va laisser la possibilité aux gens de se localiser sur une app et de partager leur localisation, un peu à la Foursquare pour ceux qui connaissent. Et ensuite, on va laisser la possibilité aux gens de mettre une photo en plus. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les gens étaient plus intéressés par les photos que par la localisation. Et donc, progressivement, ils ont dit bah, on arrête l'histoire de la localisation et on part sur la photo. Donc là, vous voyez, c'est un pivot dans le sens où on a une fonctionnalité, on a plusieurs fonctionnalités, on vire celles qui ne nous intéressent pas, on garde celles qui fonctionnent, mais on garde grosso modo une grosse partie de la technologie, une partie de l'équipe. Donc, et on change de proposition de valeur, on change d'offre, de promesse. Et ça, Instagram, bon, après, ils ont réalisé qu'il y avait besoin de mettre des filtres, c'est ce qui a fait aussi leur succès. Mais bon, voilà, c'est à chaque fois des découvertes, en fait, parce que ce qu'on disait notamment pas mal au premier atelier, c'est que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes un chercheur qui expérimente et qui a des feedbacks du marché, des utilisateurs, et se rend compte s'il y a plus ou moins des choses qui fonctionnent ou pas. Et donc le pivot, c'est une façon de acter que quelque chose a fonctionné ou pas, et à partir de là, de prendre une décision. Groupon, vous connaissez tous aussi. Groupon a commencé comme un site qui s'appelait The Point, et The Point, en fait, c'est toujours la même idée. Donc encore une fois, comme disait Eric Rice, c'est la même vision, grosso modo, mais l'exécution, elle est différente. The Point permettait, en fait, un peu à la façon de Change.org, de regrouper des gens autour de causes, et de les fédérer par rapport à je sais pas, sur les animaux, sur la planète, etc. Et après, à un moment donné, ils ont implémenté une fonctionnalité qui leur permettait d'acheter aussi en groupe certaines choses. Et là, ils ont vu que acheter des pizzas avait plus de succès que sauver la planète. Et c'est triste, mais et ils ont vu qu'il y avait une forte traction là-dessus. Et donc ils ont dit, bon bah, on va pas s'embêter, on va faire quelque chose qui fonctionne. Et il se trouve que voilà, les gens étaient intéressés pour collectivement acheter des coupons qui leur permettent d'avoir des réductions derrière chez des restaurateurs ou différents services. Twitter aussi a commencé comme un produit différent de ce qu'il est aujourd'hui. Donc Twitter à l'origine c'était une appli, un service en ligne qui permettait de faire un peu ce que fait aujourd'hui Anchor, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une appli de podcast qui permet de découvrir des podcasts, créer des podcasts, éditer des podcasts, diffuser des podcasts. Ils étaient partis là-dessus. Ils se sont rendus compte que, donc là on est en 2006-2007, ils avaient commencé un petit projet sur le côté qui était ce Twitter où en fait on permettait à des utilisateurs d'envoyer des SMS à l'époque privés, d'être notifiés entre amis, entre communautés sur ces SMS qui en fait donnent le statut de ce que je suis en train de faire en ce moment, d'où la limite d'ailleurs des 140 caractères qui était le standard en fait du SMS. Et en fait ils ont abandonné leur projet de podcast et ils ont mis leur dévolu sur cette idée de microblogging, de plateforme où on partage ce qu'on est en train de faire en ce moment. YouTube aussi, je ne sais pas si vous saviez, YouTube à l'origine c'est un site qui permettait de faire du dating où en fait on mettait en ligne une vidéo où on se présentait. Pareil, ils se sont rendus compte qu'en fait les gens s'en servaient plus pour mettre des vidéos en ligne, les partager, etc. Et donc ils ont compris qu'ils avaient plus intérêt c'était plus intéressant de partir dans cette direction de la vidéo. Et donc ça c'est quelque chose qui arrive souvent. Quand on entreprend, quand on lance un projet, on a envie d'avoir un maximum de fonctionnalités, faire plein de choses. Et en fait on se rend compte qu'il y a surtout quelque chose en particulier qui fonctionne. Et donc là, ils ont tous bien joué, c'est qu'ils ont été all-in sur une fonctionnalité précise et ils ont fait ce qui est devenu après le cœur de leur produit. Donc les exemples ne manquent pas. De mémoire, il y en a. Ah oui, ça c'est amusant. Alors je ne sais pas si vous connaissez, probablement pas, mais Stewart Butterfield, c'est le fondateur de Slack et Flickr. Alors, j'imagine que vous connaissez au moins tous Slack. Donc Slack qui est une appli de messagerie, ce que utilisent beaucoup les startups. Flickr qui est un site qui permet de mettre des photos en ligne de ses vacances ou peu importe. Et en fait, lui, alors il est très fort parce que 2 fois dans sa carrière, il a essayé de créer des jeux vidéo. Donc la première fois, donc, c'était Flickr.
Et dans son jeu vidéo, il laissait aussi la possibilité aux gens de mettre des photos en ligne. Et ils se sont rendus compte que les gens s'en servaient surtout pour mettre des photos en ligne. Ils ne servaient pas beaucoup de son jeu vidéo. Parce qu'il faut se remettre à l'époque, dans le contexte, il n'y avait pas 36 000 outils qui permettaient de stocker dans le cloud des photos, ça coûtait cher, et son service lui permettait de le faire. Donc, quand au bout d'un moment, il a arrêté de batailler et d'essayer de faire de la réglementation pour empêcher les gens de mettre leurs photos de vacances, il s'est dit, bon bah, on arrête le jeu, on prend la fonctionnalité qui fonctionne le plus, et on se lance, et on devient une solution d'hébergement de photos, et de partage. Et même chose pour Slack, il crée un jeu vidéo, après avoir vendu Flickr, et avec son équipe de développement, il crée un outil interne dans sa société pour communiquer. Donc il développe ce petit outil de messagerie, et en fait il se rend compte que son jeu vidéo ne fonctionne pas, mais qu'il y avait quelque chose d'intéressant sur sa messagerie qu'il avait développée, et donc il décide de miser là-dessus, de faire une bêta, de faire travailler ses amis qui travaillent dans les startups là-dessus, et bon, après ça a connu le succès qu'on connaît aujourd'hui. Donc lui vraiment, ces deux aventures entrepreneuriales, c'est pivot sur pivot, et à chaque fois une fonctionnalité qu'il n'avait pas forcément soupçonnée, qui a eu le plus d'adhérence auprès des utilisateurs. Donc ça c'est encore une fois c'est la notion de pivot, et forcément vous allez être confronté. Alors je ne sais pas si vous connaissez Criteo aussi, qui a un gros succès français. Criteo, je vous inviterai, j'ai mis le lien dans les ressources à la fin, l'interview d'un des fondateurs dans une vidéo où il explique en fait toute la genèse de Criteo. Et en fait Criteo, donc, ça a été pareil, créé entre les 2000 et 2010 en France. Et donc c'est un outil en fait qui permet de faire du retargeting publicitaire sur internet. Donc typiquement, vous consultez une paire de chaussures, 3 sites plus loin, vous revoyez la paire de chaussures. Bon, vous avez compris que le cookie a compris que vous aimez bien cette paire de chaussures, vous allez le revoir jusqu'à ce que vous nettoyez vos cookies. Donc ça c'est du retargeting. En fait, Criteo offre au site e-marchand cette possibilité de traquer les produits qui vous plaisent, et ils prennent une commission si jamais au bout d'un moment vous craquez, vous achetez le produit. Et en fait ils avaient le même principe, mais ils l'utilisaient à l'origine. En fait au début il s'est dit mais on va faire ça sur des biens culturels, par exemple pour la Fnac, pour Presse Minister. On va recommander des choses quand quelqu'un est sur un site, mais ils l'ont fait par exemple notamment pour des pages vues. Voilà, si vous avez aimé cet article, vous allez aimer aussi cet article, etc. En fait, au début, il s'était dit, on va proposer cette solution de recommandation, mais pas du tout avec cette vision où en fait ils sont propriétaires d'une technologie qui vendent derrière à des sites e-commerce. Et donc ça a pris un peu de temps, mais ils ont compris qu'en fait, finalement, ce qui les intéressait et où ils pouvaient gagner leur vie, c'était pas en faisant de la recommandation de DVD sur la Fnac, mais c'était en vendant une solution de retargeting publicitaire. Donc là, même chose, on a une solution dont le cœur est de la recommandation, c'est juste qu'on l'applique à un marché différent. Donc voilà, encore une fois, ça c'est la notion de pivot. Alors, vous allez me dire peut-être, pour ceux qui étaient là au précédent atelier, quelle est la différence avec une itération? Alors, une itération, c'est différent. Une itération, c'est vous êtes dans le développement de votre produit et vous allez tester une nouvelle hypothèse. Mais une hypothèse qui va tenter de valider une optimisation du produit que vous êtes en train de développer. Là, un pivot, c'est quand même beaucoup plus radical. Un pivot, vous allez carrément, potentiellement, changer de marché. Donc c'est ça un petit peu la différence, parce que les deux notions peuvent être pas évidentes, donc je préfère le préciser. Et là, il y a un exercice qui est très difficile, ça va être de faire la différence entre le bruit, le chaos, et les signaux de votre marché. Et donc là, c'est un vrai travail de discernement pour comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Bon, après, on va voir avec la notion de product market fit que normalement, quand ça fonctionne, ça se voit, c'est flagrant. Vous voyez vos utilisateurs augmenter, vos ventes augmenter, donc c'est quelque chose d'assez flagrant. Mais il y a cette notion que je trouve intéressante qui est développée par Reid Hoffman, qui est le cofondateur de LinkedIn, qui a aussi créé un podcast que je vous invite à écouter si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat. Il y a la ressource à la fin de la présentation. Et il dit, voilà, quand on est entrepreneur, il y a aussi une faculté qui est très intéressante, c'est d'être capable de laisser des feux brûler. Parce que voilà, quand on démarre, on a tendance à vouloir éteindre tous les feux. Parce qu'on veut que notre produit soit parfait, etc. Donc en fait, vous ne pouvez pas éteindre tous les feux, parce que sinon vous vous épuisez et vous n'avez plus de priorisation. Et donc en fait, il dit, voilà, la qualité d'un entrepreneur aussi, c'est d'être capable de laisser certains feux continuer de brûler,
par exemple, je dis n'importe quoi sur, je vous recommande pas de faire ça, mais bon, je sais pas, sur le service client qui n'est pas extraordinaire, ou sur une fonctionnalité, il y a un bug, mais bon, ça ne change pas la viabilité de votre produit, de laisser ces petits bugs et ces incohérences pour se concentrer sur vraiment réparer les choses importantes. Mais ça demande à déjà savoir ce qui est important pour vous et de se concentrer là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez tous la boisson Fit, par exemple, ou les bars. Donc, je trouve que c'est une connaissance qui a un ami qui a lancé ça. Et je me souviens au début, il avait beaucoup de retours d'utilisateurs qui disaient bon, bah, soit c'est très bon, soit ça ne me plaît pas. Et du coup, lui, ça ne l'empêchait pas de continuer d'avancer parce qu'il savait que, en fonction de la personne qui lui fait le retour, si c'est pertinent ou pas. Est-ce que c'est dans sa cible, les gens qui lui font un retour, ou est-ce que c'est, si c'est par exemple, c'est comme si vous êtes designer, si vous développez une solution de designer par exemple, et que c'est votre grand-mère qui vous dit mais moi je ne comprends pas comment ça fonctionne, c'est pas très intéressant comme feedback, parce que finalement c'est pas cette personne qui va l'utiliser, et donc il vaut mieux se concentrer à écouter vraiment le retour de quelqu'un qui est dans votre niche, dans votre cible. Donc c'est ça aussi, cette capacité à dire ok, quel est le bon feedback, quel est le mauvais feedback, et est-ce qu'il y a des choses que je laisse, on va dire, brûler, et que je viendrai éteindre plus tard parce que ça ne touche pas au cœur de ce que je suis en train de développer. Donc voilà, ça c'est cette notion-là qui est intéressante, parce qu'en fait à la fin, ce que vous voulez faire c'est, et donc ça c'est le slogan d'un accélérateur de start-up aux États-Unis qui s'appelle Y Combinator, et il dit en fait la finalité c'est de faire des choses que les gens veulent. Voilà. En fait, quand on est entrepreneur, notre seul objectif, c'est de faire quelque chose que les gens veulent. Et souvent, on se perd là-dessus. On a souvent d'ailleurs tendance à vouloir faire des choses que nous, on veut, sans penser, en fait, sauf que c'est pas nous qui allons financer notre entreprise. Enfin, on n'est pas toujours notre propre client. Et donc, c'est aussi important de faire quelque chose qui intéresse le marché. C'est pour ça aussi que je vous parlais de la notion de pivot, parce que c'est en exposant votre produit au marché, vous allez voir les choses qui fonctionnent et les choses qui fonctionnent moins. Et la dure réalité, c'est que il faut mettre parfois son ego de côté, parce qu'en fait, la finalité, c'est pas d'avoir raison, mais c'est de faire quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui marche. Et ça, c'est un peu dur parfois, parce qu'on est persuadé de quelque chose, et on veut expliquer au monde entier pourquoi on a raison, sauf qu'en fait, quand ça veut pas, ça veut pas. Et il y a une analogie que je trouve intéressante, c'est de se dire, bon bah, votre marché, c'est une montagne, c'est quelque chose d'inamovible, qui est là, c'est une masse de population, c'est un groupe de personnes, et vous êtes le grimpeur. Et donc, jamais le grimpeur change la montagne, très rarement. Enfin, je ne sais pas comment vous m'expliquer. Donc forcément, en fait, ce que vous allez faire en tant qu'entrepreneur, vous allez grimper cette montagne. Et donc, il faut prendre la montagne comme elle est, avec ses avantages et ses inconvénients, et il faut s'adapter à son volume, à sa pente, etc. Donc, vous avez en face de vous un marché, il faut s'adapter, jusqu'où vous pouvez aller dans votre vision, et il faut se baser sur les retours des utilisateurs. Et donc forcément, l'ascension, eh ben, elle sera pas toujours linéaire. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que, alors si on dézoome, effectivement, un projet entrepreneurial, il y a effectivement une courbe, voire parfois qui fait plutôt comme ça, mais en fait, si on zoome, la courbe, elle est faite de haut et de bas, qui n'est absolument pas linéaire. Donc, le temps que vous continuez de progresser en connaissant des bas et des hauts, ça va, mais ça ne sera jamais fluide et linéaire. Donc, ça va être une ascension qui risque d'être difficile, et c'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir se remettre en question, et même un cycle assez avancé, comprendre que ce n'est pas gagné, et qu'il faut parfois se remettre en question. Et jusqu'à ce qu'on atteigne le fameux product market fit. Donc, qu'est-ce que c'est que le product market fit? C'est une notion qui a été plus ou moins inventée ou popularisée par quelqu'un qui s'appelle Marc Andreessen, qui est un investisseur, aussi le fondateur de Netscape, ceux qui connaissent se souviennent de ce navigateur, qui est un des premiers navigateurs sur Internet. Donc il a fait fortune là-dedans. Et aujourd'hui, il est investisseur dans la Silicon Valley. Et en fait, lui, il explique que le product market fit, c'est une rencontre entre un marché et un produit. Voilà, c'est un peu flou. On va essayer de rentrer un peu plus dans le détail de ce que ça représente. Mais c'est effectivement le Graal. Quand on a un produit, c'est de rencontrer son marché et d'atteindre ce fameux product market fit. Donc, la littérature startup que vous pouvez lire sur Internet, les blogs, ne manque pas de répéter qu'il y a deux types de startup. Il y a la startup qui est avant le product market fit et il y a la startup qui est
après le product market fit. Parce qu'il y a ces deux dynamiques de vie complètement différentes. Une fois que vous êtes après le market fit, vous êtes dans les problématiques de croissance. Vous allez devoir commencer à gérer le stress. En fait, vous allez avoir des problèmes, on va dire, de riches, où vous allez avoir du succès, et il va falloir gérer ce succès. Alors, comment savoir si vous êtes en product market fit? Normalement, ah oui, juste pour rappel, le product market fit, donc c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là au premier ou deuxième atelier, c'est en fait ça c'est le business model canvas, et en fait c'est simple, le product market fit c'est quand votre cible en fait rencontre, votre proposition de valeur rencontre une cible, donc c'est les blocs 1 et 2 du business model canvas qui se rencontrent. Donc comment savoir lorsque concrètement vous êtes dans ces situations-là? Normalement c'est plutôt évident parce que ça explose en fait. Vous vous rendez compte que vous avez du succès, alors je ne sais pas comment le dire autrement, mais enfin, normalement c'est quelque chose d'assez évident, vous ne vous posez pas la question. Donc ça c'est normalement quelque chose que vous ressentez. Après, effectivement, comment objectivement monitorer ça? Donc là, il va falloir choisir des indicateurs de succès. Donc il y en a plusieurs. Si vous vous souvenez aussi du fameux funnel de Dave McClure, le AAR, il y a quelques étapes qui sont importantes. La plus importante, évidemment, c'est le revenu. Si vos revenus explosent, évidemment, bon, ça c'est le Graal, parce que finalement, une entreprise, son job, c'est d'avoir plus de revenus que de dépenses. Et c'est la validation ultime en fait de votre solution. Si les gens sont prêts à payer pour votre solution, c'est que vraiment vous faites du très bon travail et que vous avez trouvé un modèle économique. Enfin, vous êtes sur la voie en tout cas. Après, il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent vous indiquer si par exemple vous êtes plus sur une solution consumer où vous allez plus mettre l'accent sur les inscriptions et que vous vous dites bon bah les revenus, on va trouver une façon un peu plus tard de trouver comment faire. Donc ça peut être les inscriptions. Ça peut être la façon dont vous gardez les utilisateurs, c'est-à-dire que les utilisateurs que vous avez, ils sont un peu moins nombreux, mais ils reviennent tous les jours, tous les 2 jours, toutes les 3 semaines, enfin, peu importe, chaque marché, chaque produit a ses critères de réussite. Ça peut être aussi la recommandation. Si chaque personne qui utilise votre service ou votre produit le recommande à 1, 2, 3 personnes, bon, là vous avez vraiment des indicateurs de succès. Donc ça c'est très propre en fait à chaque projet. Évidemment, si vous vendez des ailes d'avion à Airbus ou si vous faites une app qui fait des vidéos de chats, vous n'aurez pas les mêmes critères de succès dans vos étapes d'acquisition d'utilisateurs. Donc, c'est à vous de le quantifier. Mais grosso modo, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que globalement, si on se met dans quelque chose d'assez générique, c'est que vous faites des ventes ou vous avez des inscriptions avec relativement peu d'efforts au niveau du marketing. Si chaque personne que vous attirez sur votre plateforme, votre service, votre produit, c'est seulement grâce à du forcing au niveau du marketing, vous n'avez peut-être pas atteint le product market fit. Le product market fit, c'est vraiment quelque chose d'organique, d'assez naturel. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, dans une niche, dans un groupe de population, votre service, votre produit se diffuse naturellement. C'est-à-dire que le mot passe, quoi. Donc si vous faites un produit dans le design, que tous les gens qui sont intéressés au design, qui sont des leaders d'opinion commencent à s'en servir, ou les gens qui sont assez pointus sur un sujet, ou je sais pas, sur le yoga, enfin ça dépend de votre verticale en fait. Normalement l'exercice, voilà, c'est vraiment de dire, quand vous démarrez votre projet, c'est de vous dire bah, dans quel est mon marché, quel groupe de la population je vise. Et normalement vous pouvez toujours identifier un groupe de la population. Pourquoi? Parce que eh ben, on est tous rattachés par des groupes Facebook, on est tous rattachés par des associations, on est tous rattachés, on peut toujours segmenter la population, ne serait-ce que par soit leur métier, soit par leur passion. Donc forcément, normalement votre cible, c'est une masse de la population qui est identifiable. Et donc si dans cette masse de population identifiable, votre produit naturellement se répand, là vous avez clairement atteint un product market fit. Donc en fait, si on résume, c'est la possibilité, si vous avez atteint un product market fit, c'est que vous pouvez répondre à ces 3 questions et qui sont compréhensibles. C'est qu'est-ce que vous vendez, donc votre proposition de valeur, à qui donc la cible identifiée, et aussi comment. Donc vous avez trouvé des canaux d'acquisition qui fonctionnent, parce que le canal d'acquisition, en fait, c'est le pont entre votre proposition de valeur et votre cible. Donc si on revient sur le business model canvas,
la troisième box, c'est la channel, donc c'est ce qui fait le lien entre votre promesse et votre groupe de population qui a adopté votre produit. Donc, le problème du product market fit, c'est qu'on a vu, il y a au moins 3 variables dans l'équation. Il y a la cible, votre promesse, et le canal d'acquisition. Donc peut-être qu'une façon de simplifier, dans un premier temps, si vous ne le trouvez pas tout de suite, c'est réduire le nombre de variables dans votre équation. Donc par exemple, dans un premier temps, si vous n'avez toujours pas identifié quelle est la promesse que vous voulez défendre, se concentrer sur travailler sur votre proposition de valeur. Si c'est sur votre cible que ce n'est pas encore clair, travaillez sur la cible. Et une fois que la promesse et la cible sont claires, peut-être travailler sur vos canaux d'acquisition. Le l'ordre peut venir différemment. Mais en fait, plus vous allez réduire l'équation, plus vous aurez de chances de la résoudre en fait. C'est aussi simple que ça. Voilà, un problème mathématique, plus vous avez d'inconnus, plus l'équation est complexe. Donc, il y a une grande vertu à se concentrer sur des problèmes très simples au départ. Et il y a un très bon exemple là-dessus qui est Airbnb. Airbnb, donc vous connaissez tous ce que ça fait. Donc au début, c'était loin d'être évident. Ils ont eu beaucoup de rejets de beaucoup de fonds d'investissement qui ne voulaient pas investir chez eux, ils ne croyaient pas en leur idée. Ça n'avait pas de sens de faire dormir des gens, des inconnus chez des personnes. Mais ils étaient quand même accompagnés par un accélérateur dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelait Y Combinator. Et Paul Graham, le fondateur de Y Combinator, leur dit bon bah, je vois que vous pataugez un petit peu, vous êtes dans mon programme, bon, je vais vous continuer à vous donner des conseils. Moi, ce que je vous dirais de faire, c'est déjà, première question, quelle est la ville où vous avez le plus de clients? Il n'y en avait pas des milliers, hein, mais déjà, quelle est la ville où vous avez plus de clients qu'une autre ville? Et ils répondent, bah, c'est New York. Et ben, il le dit, bah, bingo, allez à New York, passez tous vos week-ends là-bas et allez dormir chez les habitants qui ils sont inscrits sur Airbnb. Et donc, en fait, ils se sont, et ils l'ont souvent dit après que c'était un des meilleurs exemples qu'ils aient reçus dans leur parcours, ils sont allés au cœur déjà de ce qui fonctionnait, pour comprendre pourquoi ça fonctionnait, et ensuite de mieux comprendre ce qu'ils vendaient et de développer l'usage. Donc c'est notamment par exemple à ce moment-là qu'ils ont compris, en fait quand on se pointe chez les gens et qu'on vit l'expérience de ce qu'on vend, on se rend compte de toutes les choses qui fonctionnent, les choses qui ne fonctionnent pas. Notamment ils ont eu un Eureka Moment, c'était au moment qu'ils ont compris, alors il faut se resituer dans le contexte aussi, ils ont en 2008-2009, les photos c'était pas ça. Donc beaucoup de gens mettaient des photos de leur appartement avec une mauvaise qualité, avec soit des appareils photo, soit des téléphones. Et ils ont compris que la photo avait une importance capitale en fait dans l'inscription. Donc ils sont allés aussi sonner chez les gens, ils leur ont proposé de prendre des photos professionnelles avec leur appareil pour ensuite les mettre sur leur profil d'appartement. Et c'est à ce moment-là aussi qu'ils ont compris voilà, que la photo avait une place très importante et ils ont développé derrière, si vous êtes inscrit sur Airbnb, vous avez le droit de solliciter des freelances gratuitement qui viennent prendre en photo votre appartement, votre maison. Et ça vient de là en fait, de cet apprentissage-là. Et ça, ils l'ont gardé par exemple toujours. Donc il y a beaucoup de vertus à se concentrer sur essayer de résoudre le problème de façon très très concentrée. Et ça rejoint donc cette phrase sur laquelle je suis tombé que je trouve amusante, c'est d'un product owner. Donc un product owner, c'est la personne qui est dans une startup responsable de développer l'expérience, le produit, et qui dit voilà, que justement le product market fit, en fait, on a plus de chances de le trouver en réduisant les fonctionnalités qu'en les augmentant. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est, quand on est fondateur, je vous le conçois, on est très tenté d'augmenter le nombre de fonctionnalités, mais en fait, finalement, la meilleure façon d'arriver à trouver son marché, c'est de le réduire et de comprendre ce qui fait vraiment l'essence de votre solution, votre produit. Donc voilà, si on résume, c'est être compris par une population, être accessible par un canal et derrière convertir sur le critère que vous avez choisi. Alors, si vous avez quand même aussi envie de quantifier cela de façon un peu radicale, il y a un entrepreneur qui s'appelle Sean Ellis qui propose une approche, c'est de dire d'envoyer à votre base d'utilisateurs un mail tout simple ou un questionnaire en disant voilà, comment est-ce que vous sentirez-vous si vous ne pouvez plus utiliser mon produit? Et là, vous allez avoir 4 possibilités. Donc soit vous êtes très déçu, un peu déçu, pas déçu, ou je n'utilise carrément plus ce produit. Donc selon les retours, jaugez déjà de l'indispensabilité que votre produit a auprès de la population. Et alors lui, il dit voilà, il estime qu'on a atteint un product market fit quand plus de 40% des personnes
disent la réponse 1, très déçu. Donc, il faut bien voir ce que ça représente. Si vous voulez vraiment être radical et aller encore plus loin que ça, si demain, vous coupez votre service, vous le débranchez, votre site internet par exemple, et que dans la semaine qui suit, personne ne se manifeste pour vous dire mais qu'est-ce qui se passe, j'en ai besoin, machin, c'est là où il faut s'inquiéter un petit peu. Et lui, justement, son parti pris, c'est de dire essayez de mettre en position d'absence les utilisateurs du service ou du produit pour voir si finalement c'était vraiment vital. Parce que malheureusement, ou heureusement, pas tous les produits et les services sont d'une importance capitale. Donc c'est là où vous allez vraiment comprendre si votre produit ou votre service a de la valeur. Donc c'est un peu, comme on dit, on reconnaît le bonheur du bruit qu'il fait en partant. Si du jour au lendemain, ce que vous pensiez être important n'existe plus, est-ce que ça vous fait mal ou en fait vous continuez votre vie? Donc là, ça peut être une expérience un peu radicale mais intéressante à faire. Donc, ça c'est pour le product market fit. Il y a après la levée de fonds, la question de la levée de fonds qui se pose. Donc, si vous avez atteint votre product market fit, évidemment, la négociation pour lever des fonds auprès de tiers, elle est beaucoup plus simple. Vous êtes en position de force. Si vous allez voir, donc on va voir les différents mécanismes, mais des investisseurs, des banques, enfin n'importe quel business angel ou interlocuteur, et vous lui dites, voilà, mon produit cartonne, est-ce que tu veux participer à la levée de fonds? Évidemment, c'est vous qui allez être en position de force pour la négociation. Si vous êtes en train de demander de l'argent parce que vous êtes en difficulté, ils ont le rapport de force et c'est très embêtant. Donc, en général, c'est à ce moment-là qu'on va lever des fonds. Alors, encore une fois, c'est pas, enfin, je vais vous le dire après, c'est pas quelque chose qui est vital, lever des fonds. Ça peut être utile, il faut savoir pourquoi. À mon sens, c'est utile seulement si on accélère une croissance qui est existante, si on a craqué un modèle, on a compris sa cible, on a compris sa promesse, on a compris les canaux d'acquisition qui fonctionnent. Et là, on veut, un petit peu comme au poker, miser beaucoup plus, accélérer le processus, mettre plus dans la mise. Et dans ce cas-là, pour accélérer, l'argent est un bon outil. Mais c'est un outil, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas parce que vous avez levé des fonds que c'est la fin de votre projet, que vous avez le tampon réussite. C'est seulement le début et avec lequel peuvent venir aussi certaines conséquences plutôt embêtantes. Mais donc, grosso modo, il y a plusieurs façons de lever de l'argent. Il y a ce qu'on appelle la love money. Donc ça, vous en avez peut-être entendu parler. C'est aller, c'est pas vraiment lever des fonds, mais aller récolter de l'argent auprès de proches, de la famille. Il peut y avoir des mécanismes de crowdfunding. Alors là, pareil, proches, famille, plus des inconnus, mais qui, par exemple, sur une plateforme, la Kickstarter, qui souscrivent à votre promesse. Il peut y avoir des banques, éventuellement, par des crédits. Je vous le déconseille parce que c'est après, ça dépend encore de votre modèle, hein, mais les banques, ce n'est pas vraiment leur rôle en fait, de prêter de l'argent sur du risque. Donc on va voir qu'il y a ce qu'on appelle des business angels ou des capital risqueurs dont c'est le métier, qui font ça. Il peut aussi y avoir éventuellement des aides. Donc ça peut être à travers la BPI, il y a des différents organismes au niveau départementaux, régionaux. Ça peut être en intégrant un accélérateur, un incubateur. Voilà, il y a plusieurs façons de se faire aider et de récolter de l'argent. Si vous êtes intéressé par des volumes d'argent un peu plus importants, il y a globalement 3 façons de faire. La première, c'est d'aller voir ce qu'on appelle des business angels. Donc les business angels, c'est simplement des particuliers qui ont bien gagné leur vie et qui souhaitent investir leur argent dans des projets. Souvent, donc, il y a la notion d'angel, donc il y a la notion d'ange gardien. Ils sont aussi là, pas seulement pour mettre de l'argent, mais aussi pour suivre l'entrepreneur, l'entrepreneuse dans ses aventures, lui donner des conseils, lui ouvrir son réseau. Donc ça, c'est l'utilité. C'est souvent c'est là où on fait en fait ce qu'on appelle souvent le seed, donc le fonds d'amorçage, qui se situe entre, les premiers levées de fonds se situent entre 300 000 en général, et c'est rare que ça aille au-delà d'1 million. Il y a toujours des contre-exemples, hein. Par exemple, je suis tombé l'autre jour, j'apprenais qu'une startup qui s'appelle Alan, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait de l'assurance en ligne, l'assurance santé en ligne. Ils ont levé, je crois, quelque chose comme 10 ou 20 millions, 12 millions en seed. C'est énorme, ça arrive quasiment jamais, c'est qu'aux États-Unis. Mais voilà, le montant classique, c'est entre 300 000 et on va dire 1 million d'euros. Au-dessus,
on va arriver dans ce qu'on appelle donc du venture capital. Venture capital, donc c'est les fameux fonds d'investissement qui vont avoir des mécanismes de série, en fait. Donc, alors comment ça fonctionne? Série A, ça veut juste dire que c'est la première levée de fonds. Après le seed. Série B, c'est que la deuxième levée de fonds, etc. Donc, voilà, c'est juste ça comme principe. Et donc là, les montants peuvent aller en général, voilà, de 500 000 à plusieurs millions, voire centaines de millions d'euros selon les projets. Et enfin, vous avez aussi l'IPO, donc c'est la mise, l'entrée en bourse, en anglais. Donc là, vous avez, là, c'est la possibilité de lever, d'avoir des fonds pas seulement privés mais publics. Et là, on est dans plusieurs milliards d'euros. C'est des sommes astronomiques. Donc ça, c'est les différents mécanismes qui sont à disposition des entrepreneurs quand ils veulent accélérer leur croissance. Juste une parenthèse sur les venture capitalistes. Donc c'est vraiment eux qui sont les plus grands acteurs de la levée de fonds en général, auxquels je vous souhaite d'être confrontés. Mais encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. Juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne, en fait, c'est beaucoup plus... comment dire c'est beaucoup plus relax de se dire qu'en fait, les venture capitalistes, c'est pas vraiment des entrepreneurs, mais c'est aussi des gens qui rendent des comptes à d'autres personnes. Et là, ça aide pas mal à dédramatiser, parce qu'en fait, quand les venture capitalistes, ils misent pas leur argent. En fait, ils vont eux-mêmes lever de l'argent auprès de fonds qui s'appellent des limited partners. Et donc, eux aussi, ils doivent convaincre ces personnes-là. Donc, c'est aussi, voilà, il faut dédramatiser aussi le stress d'aller voir des venture capitalistes. Ils sont autant que vous à la recherche de la bonne affaire et ils doivent autant que vous rendre des comptes à des personnes. Donc, comment ils se rémunèrent? C'est environ 20% ce qu'on appelle les carried interest. Donc, c'est en fait, ils récupèrent à peu près 20% en général de ce qu'ils ont rapporté, dégagé comme bénéfice aux fonds auxquels on leur a confié de l'argent, auxquels ils ont levé. Et ils ont en général ce qu'on appelle des management fees. Donc là, c'est juste l'argent dont ils ont besoin pour gérer leurs affaires courantes, leurs salaires, leurs bureaux. Et donc ça, en général, c'est à peu près 2% du montant total de leurs fonds qu'ils ont à disposition. Donc voilà, je trouve que ça permet aussi de dédramatiser un peu le stress que ça peut être d'aller rencontrer des venture capitalistes. Donc ils ont toujours des bureaux très impressionnants, ils ont l'air très sérieux, mais en fait, c'est simplement, il y a un côté aussi assez entrepreneurial dans leur démarche, même s'ils prennent quand même beaucoup moins de risques que vous. Mais voilà, c'est intéressant de le savoir. Et donc peut-être que la valorisation, c'est aussi quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Donc la valorisation, c'est quelque chose de très simple. C'est en fait la valorisation de votre entreprise, c'est juste la différence entre ce que quelqu'un est prêt à dépenser chez vous, à investir chez vous, contre un pourcentage de votre société. Et donc si on prend un exemple très simple, si quelqu'un souhaite avoir 10% de votre capital dans votre entreprise et qu'il peut dépenser 10 000 € pour ça, et qu'il a envie de dépenser 10 000 € pour ça, et il trouve que la valeur est juste, alors votre entreprise, elle vaut 100 000 €. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le mécanisme, en fait, c'est pour ça que souvent les premières levées de fonds, ça se joue beaucoup sur des hypothèses assez floues. C'est qu'en fait, c'est au bon vouloir de l'investisseur qui va valoriser, selon ses critères, votre projet, en fait. Donc après la première levée de fonds, vous allez vraiment pouvoir avoir une idée de la valeur de votre entreprise, qui évolue évidemment. Alors ça, c'est pour la levée de fonds, mais c'est loin d'être le seul chemin de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'exemples de projets qui n'ont pas besoin de lever des fonds. Vous connaissez probablement, en tout cas ceux qui développent connaissent probablement GitHub, alors pas tout à fait, ils ont levé des fonds récemment, enfin il y a quelques mois, quelques années, mais pendant très très longtemps ils se sont développés de façon indépendante, sans avoir besoin de lever des fonds. Pourquoi? Parce que là ils étaient dans une situation où en fait ils génèrent du revenu, et donc ils n'ont pas besoin de forcément de lever des fonds. Bon, ils l'ont fait souvent, voilà, il peut y avoir plusieurs raisons, hein, mais si on prend l'exemple de Mailchimp, pour le coup, eux ils n'ont jamais, alors Mailchimp, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une solution de marketing par email, qui permettent d'envoyer des emails. Ils ont jamais levé des fonds et ils valent
quelque chose comme plusieurs milliards de dollars. Donc c'est sûr que c'est plus lent la croissance parce que on n'a pas le coût de jus que représente une levée de fonds où on a plein d'argent en banque et on peut faire plein de choses. Mais ça s'évertue aussi. Il y a des sociétés, des startups en France comme Le Wagon, qui sont des écoles qui apprennent à coder. Pareil, je pense qu'ils ont eu l'opportunité à de nombreuses reprises de lever des fonds. Ils ont sûrement dû être approchés. Mais puisque les formations sont payantes, ils ont une trésorerie. Et finalement, ils ont décidé, j'imagine, de se développer comme ça, organiquement, sans avoir à lever de l'argent. Yuka aussi, c'est un bon exemple. Vous connaissez probablement tous l'appli Yuka. Et je regardais les chiffres l'autre jour, c'est impressionnant. Ils ont quelque chose comme 10 millions de téléchargements en France. La moitié quasiment qui est utilisateur quotidien, donc 5 millions de personnes. Et ils ont levé, alors s'ils ont levé il n'y a pas longtemps, mais ils ont levé 800 000 euros. Bon, je pense que c'était par pure nécessité, parce qu'ils ne font pas encore de revenus vraiment. Je ne connais pas bien leur modèle de revenus, mais voilà, on peut aller très loin sans avoir à lever des fonds. Et alors, il y a un exemple de Buffer, je ne sais pas si vous connaissez. Buffer, qui est une solution qui permet de gérer ces réseaux sociaux, en fait. Et donc, eux, ils ont une culture toujours très transparente. Ils ont toujours eu... voilà, c'est assez intéressant, tout le contenu qu'ils diffusent, et ils expliquent toujours où ils en sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. Les salaires, par exemple, des employés sont disponibles sur Internet. Et ils ont fait l'inverse. Ils ont levé des fonds et ils ont remboursé les investisseurs pour redevenir indépendants. Donc voilà, vous voyez comme quoi tous les chemins sont possibles avec l'argent. Alors si ça vous intéresse, les levées de fonds, les différents acteurs, qui est un venture capitaliste, qui est un business angel, toutes les startups qui font ça, etc. Vous pouvez aller sur ce site, sur Crunchbase, et vous voyez l'historique en fait de toutes les startups avec ceux qui ont levé des fonds, qui étaient les parties prenantes à ce moment-là. Ça permet de se faire un peu de culture générale sur le sujet si c'est des problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Alors, la culture, c'est aussi quelque chose auquel vous allez forcément être confronté si vous êtes en croissance, si vous allez lever des fonds, vous allez probablement ouvrir des embauches, vous allez probablement avoir des employés, et les employés, forcément, ils ont besoin d'une culture pour les souder, pour les donner la direction à votre projet. Tout simplement, pourquoi ? Parce que une start-up, finalement, c'est rien d'autre qu'une organisation de personnes qui travaillent dans une direction. Et si vous ne mettez pas des points de repère sur la façon d'aller dans cette direction, c'est compliqué parce que finalement, vous allez subir un chaos de culture que vous n'avez peut-être pas choisi. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un point qui a été... pareil, Airbnb, je reprends cet exemple. Donc Peter Thiel, qui est un des fondateurs de PayPal d'ailleurs, mais qui s'est converti en investisseur, il a dit notamment... il y a un blog post, pareil, je l'ai mis dans les ressources. Il a dit au fondateur d'Airbnb, suite à la levée de fonds, je pense en série B ou série C, il leur a dit, je ne vous donnerai aucun conseil, le seul que je vous donne, c'est ne foirez pas votre culture. Pourquoi ? Parce qu'il disait, voilà, moi je l'ai vu plein de fois dans plein de sociétés dans lesquelles j'ai investi, le plus important, c'est la culture, vous allez embaucher plein de gens brillants, vous allez être confronté à beaucoup de difficultés, ne sous-estimez pas la culture. Et donc c'est un article qu'a écrit le fondateur d'Airbnb pour expliquer comment il a fait et ce retour qu'il a eu. Je vous inviterai à le lire, mais voilà, encore une fois, ils viennent de recevoir un chèque de 150 millions de dollars dans leur investissement. Ils ne lui disent pas fais attention à tes finances, à ton marketing. Non, c'est la culture, c'est le truc le plus important auquel tu vas être confronté. Et c'est quelque chose que parfois on sous-estime. Donc l'objectif, je vous disais, c'est d'influencer les comportements, les choix de vos équipes, parce qu'ils vont devoir prendre des décisions. Et en fait, l'avantage d'avoir une culture forte, ou en tout cas qui est claire et identifiée, c'est qu'ils vont pouvoir avoir un maximum d'autonomie dans leurs décisions. Parce que finalement, si vous avez des personnes qui n'ont pas de point de repère, soit ils font des mauvais choix, soit ils vont suivre des process. Mais suivre des process, il faut les mettre en place, c'est assez long et ce n'est pas toujours pertinent. Il y a forcément un moment donné où il faut laisser un maximum d'autonomie et surtout, petit à petit, enlever la dépendance des fondateurs qui prennent au début beaucoup de décisions, mais ce n'est pas ce que vous voulez. Si vous voulez construire une entreprise qui est pérenne, il faut qu'elle puisse tourner aussi sans ses fondateurs d'origine. Donc, ça a l'intérêt, c'est que ça attire les candidats intéressants qui vous ressemblent.
Parce que si vous avez une culture, par exemple, vous parlez de Buffer, qui est très connue pour être très transparente, ça va attirer les gens qui adhèrent à cette vision de la transparence. Voilà. Donc la culture permet aussi de faire bouger les choses en interne dans la bonne direction, mais aussi d'attirer les talents qui ont les mêmes croyances que vous. Donc il y a et donc il y a des mythes forcément dans la culture qui se développent et c'est important, c'est amusant de les maintenir. Juste 2 exemples. Amazon, par exemple, quelque chose qu'a fait Jeff Bezos très tôt dans sa société. Donc, il voulait vraiment faire comprendre à ses équipes que une des valeurs clés d'Amazon, c'est la frugalité. Et donc, c'est économie, faire attention à ce qu'on dépense, peser chaque centime, parce qu'on est sur un business de marge. Amazon, c'est chaque centime collecté qui fait que dans l'ensemble, ils s'y retrouvent. Et ils ont, au lieu d'acheter des jolis bureaux à leur début, ils ont trouvé qu'une façon pas chère d'avoir des bureaux, c'était de prendre des tables, enfin des portes, pardon, et de les transformer en bureaux. Et ça leur coûtait beaucoup moins cher que d'avoir des vrais bureaux. Et donc, évidemment, ils ont fait ça. Et surtout, ça a beaucoup amusé. Et à chaque nouvel employé, ça lui faisait une histoire à raconter. Et tout le monde a bien compris que chez Amazon, on faisait attention en dessous et qu'on était même prêt à aller jusqu'à transformer des portes en bureaux pour les employés. Donc, ça envoie un message fort et ça se diffuse dans la société, même en dehors. C'est ça qu'on veut quand on a une culture forte. Et pareil, un fonds d'investissement connu de la Silicon Valley, ils ont un mécanisme où en fait, pour chaque minute de retard qu'ils ont quand ils ont rendez-vous avec des fondateurs d'une start-up, ils mettent $10 dans une boîte commune. Et $10 par minute, ça peut aller très vite, même s'ils gagnent très très bien leur vie. Et donc voilà, et après, ça leur fait une histoire aussi racontée. Et comme ça, tous les fondateurs de start-up du coin savent que chez eux, le temps est précieux et qu'ils respectent les fondateurs parce qu'ils savent qu'ils ont un malus si jamais ils arrivent en retard. Donc c'est des petites choses en fait, c'est des petits mythes, mais qui ont leur importance dans la viralité, la diffusion de la culture dans la boîte. Alors il y a une façon que je trouve intéressante de développer sa culture parce que parfois on est un petit peu perdu, on ne sait pas par où commencer. Alors il y a une façon très simple en fait pour développer sa culture, en tant que fondateur, finalement, c'est de faire quelque chose qui vous ressemble. Et pas de s'inventer, de ne pas être quelqu'un d'autre. Parce qu'on dépense beaucoup d'énergie, en général, à être qui on n'est pas. Et une façon d'avoir un point de départ pour développer sa culture, c'est peut-être de dire aussi de partir de soi et d'être dans une forme d'authenticité de ce qu'on souhaite. Alors par contre, la culture, l'idéal, c'est quand même de la définir quand les choses vont bien, au début. Alors peut-être pas très tôt, parce que c'est peut-être des suppositions qui ne sont pas intéressantes lorsque vous ne savez même pas si vous avez encore trouvé un marché, votre produit, mais il est important de poser les bases de ce que vous voulez comme valeur, comme principe, quand les choses vont bien. Parce que quand les choses iront mal, vous n'aurez aucune envie de vous poser ce genre de questions. Et ça sera justement les points de repère qui feront que vous allez essayer de rattraper les difficultés quand les choses iront moins bien. Et il y a cette notion que je trouve intéressante, développée aussi par le fondateur d'Airbnb. Il dit voilà, quand vous avez des employés, il y a 2 types d'employés. Il y a, on va dire, des missionnaires qui adhèrent complètement avec la vision de l'entreprise, si elle en a une. Et il y a ce qu'on appelle il appelle lui des mercenaires. Donc les mercenaires, ils sont uniquement là pour l'argent, du court terme. Et il dit voilà, moi, je cherche évidemment le premier type de salarié. Donc ça peut prendre du temps à les trouver aussi. Et à un moment donné, il y a eu un petit cas d'école intéressant. Il a été confronté à son expansion internationale dans les début des années 2010. Et il y a eu ce concurrent qui s'appelle Wimdu qui s'est lancé. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez Rocket Internet, qui est une start-up qui fabrique des start-up très rapidement. Donc, en fait, ils assument complètement. C'est des Allemands. Ils prennent un modèle qui fonctionne, ils le copient. Ils font grosso modo la même chose et ils essaient d'avoir un meilleur marketing, d'aller plus vite, soit de se faire acheter, soit de dépasser l'idée originale. C'est pas illégal, hein, mais voilà. Donc Wimdu avait fait ça en Europe quand Airbnb n'était pas encore en Europe. Et donc Brian Chesky, le fondateur d'Airbnb, a eu un dilemme. Ils étaient en train de démarrer leur expansion internationale et il y avait une vraie question de savoir s'il fallait racheter ce concurrent pour pouvoir occuper le marché européen.
Et donc il y a eu des discussions, ils sont même allés sur place, visiter les locaux, etc. Et au moment de faire le choix, donc il explique ça après dans une vidéo un petit peu après, il dit finalement on a décidé de ne pas le faire. On a décidé qu'on allait nous-mêmes tenter notre coup d'aller en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il disait je me vois mal absorber, alors ils étaient beaucoup plus nombreux qu'eux en plus, des centaines ou des dizaines, je pense des centaines d'employés d'une autre start-up qui sont allés très rapidement, qui ont fait ça purement de façon opportuniste pour la plupart, et les intégrer avec notre structure où les gens sont vraiment guidés par la mission, la philosophie d'Airbnb avec tout un tas de valeurs. Et donc il s'est dit mais je vais avoir une incompatibilité à un moment donné et je ne vais pas réussir à manager ces personnes-là et ça ne va pas marcher. Et donc il a dit moi je préfère croire en mes salariés qui font vraiment ça sur le long terme et les gens qui veulent un quick win, à un moment donné, de toute façon ça s'effondrera. Donc effectivement, bon, quelques années plus tard, c'est ce qui se passait. Là, il y a quelques années, ils ont mis la clé sous la porte, le concurrent. Et, donc, et puis Airbnb, on sait ce que c'est aujourd'hui. Et ils se sont très bien débrouillés tout seuls. Donc c'est intéressant au-delà de l'anecdote. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir des gens qui sont en adhérence avec votre vision, votre mission. Autant toujours est-il qu'il faut la définir, cette vision et cette vision. Cette mission et cette vision, pardon. Et donc, alors là, il y a un petit framework, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que je ne l'ai pas forcément pratiqué, mais sur lequel je suis tombé sur Internet qui est intéressant. C'est un framework en 3-4 questions où en fait, ça a été développé par une agence de communication qui s'appelle Marcel et qui accompagne sur certaines thématiques les startups. Et il dit voilà, il y a quelques questions à se poser au début qui sont intéressantes. C'est de définir quel est son ennemi. Alors un ennemi, c'est pas forcément quelqu'un, c'est pas un concurrent, c'est une cause, on va dire. Quel est quelque chose que vous voulez combattre. Quelle est la mission que vous vous définissez, qui n'est pas une simple opposition à cet ennemi, c'est aussi une cause plus grande. Quelles armes vous avez, donc quels produits, quels features vous avez pour cette mission, et avoir un motto et des valeurs. Et donc ça, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'idéal, c'est de se poser là-dessus quand les choses vont bien, parce que ça sera un bon point de repère quand les choses iront un petit peu moins bien. Et forcément, ça va arriver. Alors, il y a une façon aussi très simple de savoir quelle identité vous voulez donner à votre marque, si c'est un petit peu compliqué au début, c'est de faire ce que font les graphistes. En fait, c'est tout simple. Quand vous êtes graphiste, vous avez des campagnes publicitaires à faire, en général, vous faites ce qu'on appelle un mood board. Un mood board, c'est que vous allez utiliser par exemple un outil comme Pinterest et vous allez faire un board, vous allez récolter plein d'images qui vous inspirent, des photos que vous trouvez jolies, des choses qui vous ressemblent. Et en fait, en les mettant toutes ensemble, alors avant, les gens faisaient ça sur des murs, vous pouvez le faire juste sur votre board Pinterest, et vous allez comprendre petit à petit ce qui se dégage, et vous allez peut-être essayer de trouver quelque chose qui est assez cohérent et dans ce que vous voulez faire. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça évite de trop mentaliser, de vous laisser guider par ce que vous aimez et de construire un petit peu votre identité visuelle, graphique, autour de ce que vous avez pioché à droite à gauche, et peut-être de là, de faire naître quelque chose de singulier qui vous ressemble. Donc ça peut être une façon très simple de construire un petit peu son univers de marque et de culture. Donc voilà, ça c'est juste une phrase de Brian Chesky qui dit que, donc le fondateur d'Airbnb, qui disait justement que pour lui il n'y a pas de mauvaise ou de bonne culture, il y a juste des cultures faibles ou des cultures fortes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit vous avez une culture qui est claire, identifiable et que les gens avec qui vous travaillez sont capables de suivre, soit vous en avez une faible, mais qui à un moment donné va être réappropriée par les gens avec qui vous travaillez, et donc ça va être quelque chose de flottant, et ça sera celui qui a le plus de caractère parmi vos collaborateurs qui va finalement donner la direction culturelle à votre projet. Et c'est peut-être pas ce que vous avez envie, peut-être c'est ce que vous voulez, mais en général, voilà, c'est quelque chose qu'on définit au départ. Je vous invite à regarder ça, c'est intéressant. Netflix, tous ces nouveaux salariés, ils leur donnent cette présentation. Vous pouvez la trouver sur SlideShare, donc le lien. Et en fait, voilà, c'est 125 slides sur qu'est-ce que ça veut dire quoi être chez Netflix, c'est quoi la culture, c'est quoi nos valeurs, pourquoi, qu'est-ce qu'on récompense, qu'est-ce qu'on récompense pas. Alors pour l'anecdote, par exemple, vous pourrez aller voir, c'est parti du principe qu'ils ont des vacances illimitées chez Netflix, parce qu'ils responsabilisent un maximum. Voilà, il y a plein de petits principes sur les valeurs, etc. Et ça, c'est le fondateur de Red Hashing
qui met à disposition ce slide. Et là, on touche à la fin de la présentation. Donc, une fois qu'on a eu toutes ces notions, donc comme je vous disais au début, en fait, vous avez 4 destins possibles dans votre projet entrepreneurial. Donc, ça fait peut-être, à moins que vous en ayez imaginé d'autres, mais je veux bien qu'on en parle. Le premier, le plus commun, je vous disais, donc c'est l'échec. Et donc, quand on liste, il y a eu des sondages qui ont été faits qui sont intéressants. Quand on a demandé aux entrepreneurs à qui ça s'est arrêté, pourquoi est-ce que ça s'est arrêté, la raison numéro 1, donc c'est la notion qu'on a vue au début, c'est le product market fit. C'est qu'ils disent, voilà, on n'a pas trouvé notre marché. Voilà, on n'avait pas de résonance, on n'avait personne à l'autre bout du fil, ça ne marchait pas. Le deuxième, c'est on pense avoir un marché, mais on n'a plus d'argent dans la caisse, ça arrive. Gérer sa trésorerie, ça fait partie aussi des problématiques que vous avez en tant qu'entrepreneur. Et la troisième raison la plus donnée, je ne vais pas les lister toutes, c'est l'équipe. Ça ne matchait pas avec l'équipe, ça ne fonctionnait pas avec l'équipe, il n'y a pas les mêmes attentes, on ne s'entend pas, bon voilà. Donc ça, c'est les 3 raisons principales. Donc le marché, la trésorerie, l'équipe. Et là, en fait, vous avez un choix difficile en tant qu'entrepreneur, c'est de vous dire, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et ça, cette question, vous l'avez posée de très très nombreuses fois. Et donc ça s'appelle le discernement, l'honnêteté envers soi-même. Et ça, c'est pas toujours évident parce qu'il y a plein de choses qui sont mêlées. Une façon peut-être, de toute façon c'est quelque chose que vous allez sentir, je pense, au fond de vous, mais une façon peut-être rationnelle d'aborder ça, c'est aussi d'avoir des indicateurs de performance au début et de voir en fait comment ils évoluent et s'ils sont satisfaisants ou pas par rapport à ce que vous aviez imaginé au départ. Ça peut être une façon de factualiser quelque chose qui peut-être émotionnellement est plus compliqué à gérer. Mais dans tous les cas, vous allez avoir un arbitrage à faire entre la résilience qui est nécessaire quand vous êtes entrepreneur et éviter de tomber aussi dans le déni. Alors, un minimum de déni, ça ne fait jamais de mal parce que ça permet de se donner du courage. Et parce que sinon, on est tout le temps découragé par tout notre entourage qui peut vous dire « mais je ne comprends pas ce que tu fais, etc. » Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans le travers où en fait, on est complètement à côté de la plaque sur la réalité de ce qui se passe dans notre projet. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de simple. Mais il y a des choix à faire. La deuxième possibilité, c'est que votre produit se fasse racheter, votre start-up. Et là, donc, ça arrive qu'on vous rachète pour votre produit, solution numéro 1. Donc, c'est le cas, par exemple, d'Instagram qui se fait racheter par Facebook et qui laisse vivre Instagram de façon indépendante et qui développe ses fonctionnalités à part. Et il y a une deuxième possibilité, un peu moins médiatisée, on va dire, qui est de se faire acheter pour son équipe ou ses talents. Donc là, c'est ce qu'on appelle en anglais de l'acqui-hiring. Et donc souvent, c'est ce qui se passe quand vous tombez sur des articles dans la presse qui disent machin rachète machin, mais pour un montant non divulgué, où on sent que l'entreprise qui est rachetée, ce n'est pas forcément pour son produit qui a été racheté. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est un move qui est intéressant parce qu'il y a une pénurie de talents. Et donc, une façon d'acheter des talents, c'est peut-être aussi de racheter une société qui emploie des talents. Comme ça, on récupère des développeurs, des designers, des business développeurs. Et donc ça, c'est par exemple Facebook aussi, on parlait d'Instagram, mais Facebook le fait aussi énormément. Je regardais la page Wikipédia des rachats de Facebook. Depuis qu'ils existent, on est à plus de 50, 60 entreprises rachetées. Et la plupart, évidemment, 90%, c'est pour les talents qui sont rattachés. Troisième possibilité, donc, c'est d'aller en bourse. Alors ça, c'est vu beaucoup comme le Graal, une certaine reconnaissance. C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir plusieurs centaines de millions ou de milliards de dollars qui atterrissent sur le compte en banque, mais il faut aussi savoir ce qu'on en fait. Ce n'est pas forcément une finalité. Ça dépend vraiment de vos choix de vie. Si vous voulez être riche, effectivement, c'est la meilleure trajectoire à prendre. Si vous voulez être heureux, ce n'est pas forcément la meilleure parce que c'est aussi le début de beaucoup de problèmes. En tout cas, si vous dissociez le bonheur de l'argent, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'on peut être aussi heureux avec beaucoup d'argent. Mais c'est un chemin aussi qui est très exigeant parce que vous allez avoir, déjà il y a très peu d'élus, vous allez avoir beaucoup de réglementations,
avant d'avoir une valorisation. Et une fois que vous êtes en bourse, vos résultats, tous vos chiffres sont publics. Donc, fini le temps de l'exploration, fini le temps de vous ne savez plus dans quelle direction vous allez. Si les investisseurs, si les marchés sentent que vos résultats sont moins bons et que vous n'avez pas encore défini votre modèle économique, vous êtes très rapidement sanctionné et votre cours, votre prix en bourse chute. Et donc ça, c'est ce qu'ont connu pas mal de startups là, consumer récemment. Vous avez entendu parler de Uber, de Lyft, de Pinterest qui sont passés en bourse. Mais bon, voilà, Facebook est un bon cas de quelque chose qui a fonctionné dans la durée. Ils ont vraiment validé, dégagé leur modèle économique, dégagé des bénéfices. Twitter, ils sont allés très tôt en bourse et ils n'avaient clairement pas à l'époque compris comment ils allaient encore gagner de l'argent. C'était une façon pour eux vraiment de lever des fonds et de sauver la mise pendant un petit moment. Mais leur cours en bourse a plus baissé qu'augmenté depuis qu'ils y sont. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose qu'ils y soient, mais pas toutes les introductions sont aussi réussies qu'on l'espère. Et le quatrième et dernier scénario, c'est ce que j'appellerais la prospérité privée. Donc, écoute, vous continuez votre aventure entrepreneuriale en ayant plus de revenus que de dépenses. Et voilà, vous n'ouvrez pas forcément votre capital à d'autres parties comme des business angels, des fonds d'investissement. Et vous continuez à être maître de votre bateau. Et ça, c'est le cas évidemment de la plupart des entreprises que vous côtoyez autour de vous. Donc, c'est les 4 chemins auxquels vous pouvez être confrontés. Alors, il y a un paradoxe, c'est vous pouvez aussi être ce qu'on appelle une licorne. Donc, une licorne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes une start-up qui vaut plus d'1 milliard de dollars, mais qui n'est pas encore en bourse. Donc, c'est assez rare. En fait, généralement, quand on atteint ce genre de valorisation, on va souvent sur des marchés publics pour lever des fonds publiquement. Mais il y a beaucoup de startups qui sont des licornes parce qu'elles sont valorisées de façon très importante, parce qu'il y a aussi une inflation autour des startups, mais qui ne sont pas encore prêtes pour aller en bourse. Et heureusement, parce que si leurs chiffres étaient connus, ils auraient peut-être un petit peu moins de succès. Vous parlez beaucoup d'Airbnb. Airbnb, ils ne sont pas en bourse. Je ne suis pas sûr qu'ils soient encore au niveau de la rentabilité, au niveau des bénéfices. Donc voilà, ça prend du temps. Ça ne les empêche pas de lever beaucoup d'argent. Mais être public, c'est aussi beaucoup de contraintes. Je voulais juste finir sur cette anecdote, je ne sais pas si vous la connaissez, sur les céréales d'Airbnb. Je vous ai beaucoup parlé d'Airbnb aujourd'hui, mais c'est un peu pour conclure là-dessus, sur le chemin entrepreneurial. En fait, c'est Airbnb, ils sont en 2008, donc ils se sont créés en 2007. Ils sont en 2008 et ils galèrent vraiment. Ils ont, aux États-Unis, vous savez, vous pouvez avoir plein de cartes de crédit à la consommation pour avoir des sous, le temps de trouver une solution. Donc, ils collectent les cartes de crédit, ils sont endettés ils expliquaient, à plus de 30 000 $. Et toujours pas de produit qui fonctionne. Et ils sont un peu embêtés. Et ils ont vraiment besoin de dégager du cash, de la trésorerie. Et là, il y a les élections européennes, j'allais dire, les élections américaines à ce moment-là. Donc, McCain contre Barack Obama. Et en fait, ils ont l'idée parce que c'est des designers Airbnb. Il y en a 2, en tout cas, ils ont fait des écoles de design. Ils ont l'idée de customiser des boîtes de céréales, de les vendre 40 $ et d'en faire 500 de chaque candidat. Et le pire, c'est que ça va marcher. En une semaine, ils vont vendre les 1000 boîtes de céréales qu'ils ont produites à 40 $ la pièce. Et alors, comment ils ont fait? Ils n'ont pas contacté une usine pour les céréales. Ils sont allés acheter au supermarché des centaines de boîtes de céréales, de Cheerios, de trucs un peu bas de gamme, dans lesquels ils ont alimenté là-dedans. Et ils sont allés à des conventions où ils vendaient sur leur site internet ces boîtes de céréales. Et ils ont réussi à avoir du buzz autour de leur boîte de céréales. Ils ont envoyé des exemplaires à pas mal de chaînes d'infos. Évidemment, en pleine campagne électorale, les chaînes d'infos cherchent du contenu à diffuser un peu amusant autour de ça. Et ils ont dégagé 40 000 $
en une semaine de trésorerie grâce à ces céréales. Et donc ça c'est un coup magnifique. Je veux juste dire que voilà, parfois il faut aussi être inventif et débrouillard pour trouver des solutions intermédiaires lorsqu'on n'a pas encore trouvé la solution pérenne, parce que ça veut dire quand même que pendant un moment, si on regarde leur bilan comptable, c'est techniquement plus une société de céréales qu'une société de location d'appartements. Donc mais bon, c'était temporaire. Et l'anecdote veut aussi que c'est grâce à ça qu'ils sont rentrés chez Y Combinator, donc l'accélérateur de start-up où ils ont pu lever leurs premiers 150 000 $, parce qu'au moment des pitchs, donc ce qui se passe dans cet accélérateur, c'est qu'il y a des candidats, il y a plusieurs rounds, et vers les finales, Paul Graham, le directeur, leur dit écoute, ça va être compliqué, on a du mal à y croire quand même ton histoire d'appartement et tout. Et je ne sais plus comment, il entend parler de l'anecdote des céréales. Et là, il dit écoute, si tu as réussi à vendre 40 $ des boîtes de céréales, je suis sûr que tu arriveras quand même à t'en sortir dans ton projet. Tu trouveras toujours une façon de vendre tes chambres d'appartement. Donc, l'anecdote veut que ce soit grâce à ça qu'ils sont rentrés chez Y Combinator. Donc ça montre du culot, ça montre de l'inventivité, un esprit de survie. Et pour la petite anecdote aussi, un investisseur qui avait refusé d'investir chez Airbnb en lui expliquant que c'était pas, qu'il ne voyait pas de marché, garde sur son bureau une petite boîte de céréales comme ça pour se rappeler que parfois certaines surprises peuvent arriver aussi de nulle part et de réfléchir à 2 fois la prochaine fois. Donc, si on résume ce qu'on s'est dit aujourd'hui, les différentes notions, et on va avoir un temps de questions-réponses si vous voulez qu'on discute un petit peu. Il y a la notion de pivot qu'on a parcouru ensemble. J'espère que c'est plus clair pour vous ce que c'est. La notion de product market fit, donc on a vu que c'est l'alignement entre votre proposition de valeur, la cible que vous avez identifiée et un canal d'acquisition. On a vu que lever des fonds, c'est cool, mais ce n'est pas non plus un critère de réussite parce qu'il y a aussi des contre-exemples où vous pouvez être autonome sans faire appel à des financements externes. Et on a vu que la culture, il est important de la définir au risque de la subir, qu'il existe 4 destins possibles, donc on l'a dit, donc l'échec, le rachat, la mise en bourse ou la prospérité privée pour vos startups. Et avec l'exemple d'Airbnb que je trouvais amusant sur les céréales, vous avez vu que parfois il faut faire des choix inventifs pour survivre. Et c'est tout le mal que je vous souhaite là-dessus. Donc il y a des ressources là vous pouvez retrouver à la fin de la présentation sur les différents liens que j'ai évoqués. Et voilà, donc là ça marque la fin du parcours en fait sur les différents ateliers. Voilà, écoutez, merci pour ce moment. J'espère que vous avez appris des trucs. Et puis voilà, et si vous voulez n'hésitez pas si vous avez des questions, vous voulez parler d'un sujet. Merci encore à toi, David. C'était super intéressant. On a beaucoup appris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question en particulier sur le product market fit, c'est-à-dire l'adéquation entre le produit et puis le marché finalement. Pourquoi c'est nécessaire en fait de trouver son product market fit avant de se lancer dans le développement? Alors la raison principale, c'est que quand vous allez développer votre produit, en fait, ou investir par exemple dans du marketing, vous allez donc investir du temps et de l'argent. Et le danger, en fait, c'est que vous investissiez trop de temps et trop d'argent dans quelque chose dont vous n'êtes pas encore certain qui fonctionne. Et donc, pour minimiser ce risque, l'intérêt, c'est de multiplier le nombre d'expériences, voir ce qui fonctionne, et une fois que vous avez compris ce qui fonctionne, à ce moment-là, de dépenser votre énergie, votre temps et votre argent à construire de façon empirique sur ce qui a fonctionné, plutôt que de se disperser sur plusieurs hypothèses. Donc c'est la vraie vertu du product market fit. C'est pour ça que je disais, il y a vraiment 2 situations. Si vous êtes en pré-product market fit, les dépenses en marketing, avoir un produit parfait, passer trop de temps à tout vouloir customiser, c'est assez inutile parce que finalement c'est une sous-optimisation de votre temps. Par contre, une fois que vous avez rencontré votre product market fit, là vous pouvez commencer à investir du temps et de l'argent sur ce que vous avez identifié qui fonctionne. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Yes. Est-ce que tu penses du fait de financer
que ça peut être une bonne idée ou... C'est toi qui gère la holding? Enfin, ouais. J'ai jamais vu ce dispositif, mais pourquoi pas financer ta trésorerie par des revenus externes. Tu vois, ce qu'ont fait clairement les gars d'Airbnb, c'est un petit peu ça, sauf que bon, ils n'ont pas créé une holding, etc. Mais ils ont, pendant quelques jours, développé une activité annexe très rentable, ce qui leur a permis de tenir à côté, gagner du temps pour le temps de prouver que leur idée fonctionnait sur leur marché. Mais être une start-up, c'est avoir un modèle de revenu, trouver son modèle de revenu. Si en attendant, tu as d'autres sources de revenus, ça peut valoir le coup de... Tant que ça ne te prend pas, en fait, si c'est toi, tant que ça ne te prend pas toute ton énergie et que c'est ponctuel, parce que ça demande beaucoup d'énergie aussi de trouver des revenus et ça te demande beaucoup d'énergie de trouver quel est ton modèle de revenu à travers ta start-up. Voilà, c'est juste le risque, c'est de se disperser, mais si pour toi c'est clair. Aussi, j'ai une autre question. Par rapport aux différentes étapes de la vie d'une start-up, est-ce qu'à un moment, le fondateur, de base, il a toujours un peu le syndrome de l'imposteur, mais est-ce qu'à un moment, quand il commence à lever des centaines de milliers, des millions, voire d'entrer en bourse, comment est-ce qu'il peut survivre, entre guillemets, à tout ça et se dire qu'il a les épaules pour pouvoir supporter tout ça? Peut-être que c'est aussi ça qui pousse les fondateurs à vendre leur start-up. En fait, il se fait accompagner tout simplement. Personne n'a la science infuse, personne ne sait avant de le faire. Et en fait, tu vas trouver sur ton chemin plein de personnes qui vont t'aider. Ne serait-ce que dans la levée de fonds, tu vas forcément avoir des gens qui vont t'accompagner. Tu vas être en contact probablement avec des gens qui l'ont déjà fait. Si ce n'est pas le cas, ton instinct de survie fera que tu te chercheras à trouver des gens qui ont été confrontés à ces problématiques-là. Tu vas aller prendre des conseils. Et donc, il y a un moment donné, tu vas comprendre comment ça fonctionne. À part les second time entrepreneurs, personne, lors de sa première levée de fonds, a déjà été confronté à ça. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Donc, forcément, à un moment donné, tu trouveras une façon de t'en sortir. Après, sur le syndrome de l'imposteur, je pense que ça continue longtemps. Même si c'est vrai que la validation, parce que c'est qu'une validation, la validation d'un fonds d'investissement, par exemple, lorsque tu lèves des fonds, ça doit te donner très très confiance et ça te permet de souffler un petit peu. Mais en fait, tu auras toujours des choses à prouver à d'autres personnes et à des niveaux de plus en plus importants. Donc, si tu l'as aujourd'hui, ça risque de durer. Après, il faut être en paix avec ça. Il faut accepter qu'on ne sait pas tout, en fait. Mais ce n'est pas ce qu'on nous demande, de tout savoir. On nous demande juste de bien délivrer un produit qui répond à un problème et de rendre des gens heureux. Yes. Heureusement que tu es là, Jean. Par exemple, pour toi, je pense à l'ancien fondateur de Uber. Est-ce que tu penses que lui, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui a causé sa chute? Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas prêt à diriger une société aussi puissante, ou est-ce que c'est parce qu'il n'était pas bien accompagné Ouais, je ne connais pas trop son histoire personnelle. Je sais juste que c'est quelqu'un qui a visiblement un fort tempérament. Et par ce fort tempérament, on l'a beaucoup laissé gérer seul les choses et pas forcément l'obliger à s'entourer. Parce que quand une société grossit, au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle un board d'advisors. Donc il y a des gens, il y a un conseil et des gens plus expérimentés qui accompagnent la start-up et les fondateurs à prendre des décisions ou qui les conseillent dans des moments un peu plus compliqués. Et donc c'est normalement le rôle de ces personnes-là de repérer les personnes qui ont besoin d'être accompagnées et de leur mettre quelqu'un à leur côté, quoi. Et donc visiblement ça n'a pas été fait. C'est un peu comme Mark Zuckerberg dans une autre version. C'est quelqu'un qui apparemment est très difficile à encadrer parce qu'il est très autonome et il s'est toujours débrouillé pour avoir cette autonomie-là. Mais normalement, il y a des garde-fous. Et les garde-fous, c'est les investisseurs, c'est le conseil d'administration qui font que, qui surveillent en fait à ce qu'il n'y ait pas de gens qui pètent de câbles. Quand il y a des scandales, de prévenir, de se séparer aussi. Je pense que c'était un fondateur tellement charismatique aussi, on n'a jamais osé lui dire de s'en aller.
Et il a fallu que les scandales deviennent publics pour qu'il s'en aille. Donc c'est compliqué. Je ne connais pas la situation personnelle, mais j'imagine que c'est un mélange de très forte personnalité et de manque de fermeté des gens qui étaient là pour le conseiller à ce moment-là. Après, pour finir là-dessus, peut-être que lui, là où il était heureux, c'était pour faire démarrer le projet. Et il était là depuis le début. Peut-être qu'en fait, quand ça devenait trop gros, il était perdu, ça ne l'intéressait plus, je ne sais pas. Enfin, voilà, on n'est pas forcément tous faits pour manager. Il y en a qui sont plus forts pour commencer peut-être le truc, et d'autres qui sont meilleurs pour gérer, et qui à l'inverse sont incapables de démarrer. C'est peut-être un peu mon rapport avec ce qui est financier, commercial. Mais dans le cas où la recherche d'un produit market fit finit par nous éloigner beaucoup, non pas de l'idée de départ, mais de nos valeurs et de nos convictions de départ, sur lesquelles on s'est basé, sur lesquelles on a réfléchi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de se perdre nous-mêmes à poursuivre ce lapin blanc qui est censé être le déclencheur pour toute cette partie de me lancer finalement? Ouais, carrément. Je pense qu'effectivement, c'est pour ça que la définition d'Eric Rice, je vais me tuer, je suis désolé. La définition d'Eric Rice, qui était au début, c'était de se dire un pivot qui permet justement de trouver son product market fit, c'est un changement de stratégie sans un changement de vision. C'est-à-dire que potentiellement on garde la même vision. C'était l'exemple que j'ai donné par exemple avec Groupon. Mais après, c'est une affaire d'éthique personnelle en fait. Est-ce que tu es à l'aise à évoluer dans un marché que tu n'avais peut-être pas prévu au départ, avec des fonctionnements que tu n'avais peut-être pas prévus au départ. Moi, je trouve que c'est très difficile d'aller contre sa nature. Ça n'engage que moi. En général, on sent si on est capable de... Parce que si ça fonctionne, vous êtes quand même parti pour 10 ans. Si ça ne marche pas, vous êtes parti pour 2-3 ans et plus encore un bout de temps pour se rendre compte que ça ne marche pas. Donc on parle quand même de durée de vie sur votre projet qui vont entre 2 et 10 ans dans le meilleur et dans le pire des cas. Donc ce n'est pas des choix de vie anodins. Si vous êtes malheureux et que vous n'avez pas l'impression de faire quelque chose qui a du sens pour vous, ou alors il faut être drivé par autre chose. Mais à titre personnel, je trouve que c'est quand même compliqué d'aller contre sa nature. Pas d'autres questions ? On peut en reparler après si vous voulez. Ouais, ok. Encore une fois, merci David. Je vous en prie, merci à vous.